Lors d'un élégant événement d'entreprise, un millionnaire arrive à l'hôtel de luxe où sa compagne, une cadre supérieure, l'attend déjà. Ils s'assoient ensemble, peu de temps après, la femme se lève pour se rendre aux toilettes. Quelques instants plus tard, le millionnaire est surpris par une petite mendiante qui court vers sa table. Haletante, elle murmure « Monsieur, elle a mis quelque chose dans votre vin ». Avant que sa compagne ne revienne, il décide d'échanger les verres de vin. 2 heures plus tard, le millionnaire est totalement bouleversé par la suite des événements. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le son du quatuor à cordes résonnait doucement dans la salle de bal du Grand Majestic Hotel, se mêlant au murmure élégant des conversations et au tintement délicat des verres en cristal. Édouard Shaw ajusta sa cravate en soie italienne et jeta un coup d'œil à son reflet dans le grand miroir du hall. À 52 ans, il avait la posture droite d'un homme qui avait bâti un empire d'entreprise en partant de rien, mais ses yeux bruns recelaient une vulnérabilité que peu de gens pouvaient déceler derrière la façade du succès. « Tu es parfait », murmura Isabella Vance, glissant sa main le long de son bras en s'approchant. Sa robe bleu marine épousait ses courbes avec une élégance calculée, et un collier de perles reflétait la lumière du lustre en cristal de Bohême. En tant que vice-présidente exécutive de Shaw Corp, elle avait non seulement obtenu un poste de premier plan dans l'entreprise, mais avait également conquis le cœur d'Édouard au cours des 8 derniers mois. Édouard sourit, ressentant la familiarité réconfortante qui accompagnait toujours sa présence. Isabella possédait une intelligence vive qui l'avait impressionné dès son premier jour, lorsqu'elle était arrivée avec un CV impeccable et une détermination qui lui rappelait la sienne, des décennies plus tôt. La présentation des résultats trimestriels a été un succès absolu, commenta-t-elle en observant les entrepreneurs qui se mêlaient dans le hall principal. Les investisseurs sont ravis des chiffres de l'expansion internationale. Le gala de charité annuel de Shaw Corp attirait toujours l'élite des affaires de la ville. Édouard avait lancé cette tradition 5 ans auparavant, reversant les bénéfices à des institutions qui s'occupaient d'enfants en situation de risque. C'était une cause qui lui tenait à cœur, née de ses propres expériences de pauvreté infantile avant que la détermination et quelques rencontres heureuses ne changent complètement le cours de sa vie. « Je dois saluer le maire avant le dîner », dit Édouard en redressant les poignets de sa chemise. Le nouveau projet d'usine dépend de son approbation. « Je vais me repoudrer, » répondit Isabella en se touchant légèrement le visage. On se retrouve à la table principale dans 10 minutes. Édouard hocha la tête et se dirigea vers les fenêtres panoramiques qui donnaient sur la place principale de la ville. Les lumières de la ville créaient une mosaïque dorée sur le ciel nocturne, et il s'accorda un instant pour contempler à quel point sa vie avait changé. D'un garçon qui dormait dans des abris de fortune, il était devenu l'un des hommes d'affaires les plus respectés du pays. C'est alors qu'il la vit. À l'extérieur de l'hôtel, près du jardin illuminé, une petite silhouette familière faisait les 100 pas nerveusement parmi les arbres d'ornement. Annie, âgée de seulement 6 ans, portait des vêtements usés mais propres, ses cheveux bruns attachés en 2 tresses inégales. Édouard la reconnut immédiatement. C'était la même fillette qu'il croisait presque quotidiennement près de son bureau. Toujours polie, ne demandant jamais directement l'aumône, mais acceptant avec gratitude la monnaie qu'il lui offrait discrètement. Quelque chose dans la posture de l'enfant le dérangea. Elle semblait agitée, regardant constamment vers les fenêtres de l'hôtel comme si elle cherchait quelqu'un de précis. Édouard fronça les sourcils, se demandant ce qu'un enfant pouvait bien faire là, si tard. Ses pensées furent interrompues quand Annie l'aperçut à travers la vitre. Ses yeux s'illuminèrent d'un mélange de soulagement et d'urgence qui fit inexplicablement s'emballer le cœur d'Édouard. La fillette fit un petit signe de la main, désignant une entrée latérale de l'hôtel. Intrigué et inquiet, Édouard décida d'aller voir. Il traversa les couloirs luxueux jusqu'à la porte de service qui donnait sur le jardin latéral. Quand il l'ouvrit, Annie courut vers lui, à bout de souffle et visiblement nerveuse. « Tonton Ed », appela-t-elle à voix basse, utilisant le surnom affectueux qu'elle avait adopté des semaines auparavant. « Il faut que je vous parle. C'est très important. »« Annie, que fais-tu ici ?» demanda-t-il en s'agenouillant à sa hauteur. « Il est très tard, et ce n'est pas un endroit sûr pour toi toute seule. » La fillette jeta un rapide coup d'œil autour d'elle, comme si elle craignait d'être vue. Puis elle se rapprocha. Ces mots suivants sortirent dans un murmure désespéré qui glaça le sang d'Édouard. « Tonton, elle a mis quelque chose dans votre vin. Je l'ai vu quand vous ne regardiez pas. » Édouard sentit le monde tourner tandis qu'il assimilait les mots de la fillette. Ses mains tremblaient légèrement et il dut s'appuyer contre le mur de pierre du jardin pour garder l'équilibre.
L'affirmation d'Annie résonnait dans son esprit comme une prémonition troublante, confrontant directement tout ce qu'il croyait savoir sur Isabella. « Annie, es-tu sûre de ce que tu dis ?» demanda-t-il, essayant de garder une voix calme malgré la tempête d'émotions. « C'est très grave, Kit. » La fillette hocha vigoureusement la tête, ses yeux sombres brillant d'une détermination qui démentait son âge. J'étais caché derrière ces grandes plantes près de la fenêtre. La jolie dame qui est toujours avec vous a sorti un tout petit sachet de son sac et a versé une poudre blanche dans votre verre. Elle a remué avec son petit doigt et a regardé autour d'elle pour voir si quelqu'un regardait. Une vague de nausée submergea Édouard. Depuis 8 mois, Isabella était sa confidente, sa partenaire en affaires et dans la vie. Elle connaissait tous ses secrets d'entreprise, ses vulnérabilités émotionnelles, ses espoirs pour l'avenir. La possibilité d'une trahison de sa part était comme un poignard en plein cœur. « Pourquoi regardais-tu, Annie ?» demanda-t-il, essayant toujours de trouver une explication logique à cette situation surréaliste. « Je traîne toujours dans le coin quand il y a des fêtes dans les grands hôtels », expliqua la fillette en s'essuyant le nez sur la manche de son pull usé. « Parfois, les gens laissent de la bonne nourriture dans les poubelles ou quelqu'un me donne quelque chose. Quand je vous ai vu à la fenêtre, je voulais dire bonjour, mais ensuite j'ai vu la dame faire ça et j'ai eu peur. » Édouard regarda à travers les fenêtres de l'hôtel, observant le mouvement élégant des invités dans la salle de bal. Isabella n'était pas encore revenue des toilettes, et son verre de vin était intact sur leur table réservée. Une partie rationnelle de son esprit soutenait qu'un enfant de 6 ans aurait pu se tromper, imaginer des choses, ou même inventer une histoire pour attirer l'attention. Mais une autre partie plus profonde de sa conscience, celle qui l'avait aidé à survivre dans la rue et à bâtir un empire, lui murmurait que quelque chose n'allait vraiment pas. Annie ne lui avait jamais menti au cours de leurs mois de rencontres informelles. Au contraire, elle avait toujours fait preuve d'une honnêteté brutale qui le touchait profondément. « Annie, il faut que tu te caches et que tu restes en sécurité, » dit-il en sortant quelques billets de son portefeuille. « Va au refuge de Mademoiselle Carman ce soir. Nous parlerons plus de ça demain. » La fillette prit l'argent, mais hésita avant de partir. « Tonton Ed, vous n'allez pas boire ce vin, n'est-ce pas? J'ai un mauvais pressentiment. » « Ne t'inquiète pas pour moi, » répondit-il en forçant un sourire rassurant. « Tu as été très courageuse de m'avertir. Maintenant, va et sois prudente. » Édouard regarda Annie disparaître dans l'ombre du jardin avant de retourner à l'hôtel. Chaque pas vers la salle de bal lui semblait plus lourd que le précédent. Son esprit tournait à plein régime, analysant chaque interaction récente avec Isabella, cherchant des signes qu'il aurait pu manquer. C'est elle qui avait été chargée d'organiser les détails de la soirée. Elle connaissait parfaitement le programme, savait exactement où il serait à chaque instant. S'il y avait bien une substance dans son vin, elle aurait eu amplement l'occasion de l'ajouter sans être détectée. Quand Édouard retourna dans la salle de bal, il trouva Isabella déjà de retour à table, retouchant discrètement son rouge à lèvres tout en observant les autres invités. Elle lui sourit radieusement à son approche, et un instant, il se persuada presque qu'Annie s'était trompée. « Tu as mis du temps », commenta Isabella en ajustant ses cheveux. « Tu as trouvé le maire ? » ?»« Oui, nous avons eu une conversation productive, » mentit Édouard en s'asseyant à côté d'elle, les yeux fixés sur le verre de vin rouge qui l'attendait, le liquide sombre reflétant les lumières du lustre comme un miroir sinistre. Isabella suivit son regard et fronça légèrement les sourcils. « Quelque chose ne va pas avec le vin ? Tu as l'air inquiet. » La question innocente fit battre le cœur d'Édouard. Était-ce une préoccupation sincère ou une tentative subtile de l'encourager à boire ? Il étudia son visage, cherchant le moindre signe de nervosité ou de culpabilité, mais ne trouva que son expression affectueuse habituelle. « Juste fatigué, » répondit-il en prenant le verre. La journée a été longue. Édouard porta le vin à ses lèvres, observant attentivement la réaction d'Isabella. Elle sourit d'un air encourageant, mais quelque chose dans ses yeux, une anxiété presque imperceptible, confirma ses pires craintes. D'un mouvement rapide et discret, il feignit de trébucher légèrement, faisant gicler quelques gouttes de vin sur la nappe blanche. Il profita de la diversion pour échanger son verre avec celui d'Isabella, qui était positionné de l'autre côté de la table. « Quelle maladresse de ma part !» marmonna-t-il en épongeant les gouttes avec sa serviette. Isabella ne remarqua pas l'échange, occupée à saluer d'autres chefs d'entreprise qui s'approchaient de leur table. Édouard la regarda prendre machinalement le verre qui contenait maintenant le vin qui lui était initialement destiné, et un frisson glacial lui parcourut l'échine. Si Annie avait raison, dans quelques heures, il connaîtrait la vérité sur la femme qu'il aimait.
Les 2 heures suivantes s'écoulèrent dans une éternité de torture pour Edward. Il força des conversations d'affaires avec des investisseurs, sourit pour les photographies officielles et prononça le discours d'ouverture de l'événement caritatif. Mais son attention restait fixée sur Isabella. Chaque geste, chaque expression faciale, chaque mot qu'elle prononçait était analysé à la loupe pour y déceler des indices sur ses véritables intentions. Au début, Isabella semblait tout à fait normale. Elle discutait avec animation avec les conjoints des cadres, débattait de stratégies de marché avec les vice-présidents présents et dégageait le charme naturel qui la faisait toujours remarquer lors des événements sociaux. Edward commença à se demander s'il n'était pas paranoïaque, si l'avertissement d'Annie n'était que le fruit de l'imagination d'un enfant. Cependant, à mesure que le temps passait, des changements subtils commencèrent à apparaître dans le comportement d'Isabella. D'abord, elle se toucha discrètement le front à plusieurs reprises, comme si elle ressentait un léger mal de tête. Puis, Edward remarqua qu'elle clignait des yeux plus fréquemment que d'habitude, et ses réponses dans les conversations commençaient à devenir légèrement plus lentes. « Tu te sens bien ?» demanda-t-il lors d'une pause entre les salutations officielles, feignant une préoccupation désinvolte. « Juste un peu fatigué, » répondit Isabella en forçant un sourire. « Ce doit être le stress de l'événement. Nous avons travaillé si dur pour que ce soir soit parfait. » Edward hocha la tête d'un air compréhensif, mais intérieurement, son cœur battait la chamade. S'il y avait bien une substance dans le vin, les symptômes d'Isabella étaient exactement ce à quoi il s'attendait. La confirmation progressive de ses pires craintes le rendait nauséeux, mais aussi déterminé à découvrir toute la vérité. Pendant le dîner officiel, Isabella toucha à peine à sa nourriture. Ses mouvements devinrent progressivement plus lents, et elle commença à s'appuyer plus fréquemment sur la table. Edward observait discrètement, tiraillé entre une inquiétude sincère pour sa santé et l'horreur croissante de confirmer qu'elle avait bien tenté de le droguer. « Isabella, vous êtes très pâle », commenta l'épouse du maire, assise à côté d'elle. « Êtes-vous sûre que tout va bien ? C'est peut-être juste la chaleur dans la salle de bal, » murmura Isabella en passant une main sur son front. Ses mots étaient légèrement pâteux, et Edward réalisa qu'elle luttait pour garder son sang-froid. La situation devint critique lorsque le maître de cérémonie annonça le début des enchères caritatives. Isabella tenta de se lever pour accompagner Edward sur scène, mais ses jambes se dérobèrent dangereusement. Elle s'agrippa à la table, respirant lourdement. « Je crois que j'ai besoin d'air frais, » murmura-t-elle, une panique visible commençant à s'emparer de son expression. Edward la soutint discrètement, le cœur déchiré entre l'instinct de la protéger et la prise de conscience terrifiante qu'il assistait aux conséquences d'un plan qui lui était destiné. Sans le courage d'une fillette de 6 ans, c'est lui qui serait en train de tomber malade en ce moment même. « Allons sur la terrasse », suggéra-t-il en la guidant prudemment entre les tables. Ils n'arrivèrent même pas à mi-chemin. Isabella chancela violemment. Ses yeux se révulsèrent, et elle s'effondra dans les bras d'Edward devant tous les invités. L'élégante salle de bal se transforma instantanément en une scène de panique et de confusion. « Appelez une ambulance !» cria Edward, s'agenouillant sur le sol en marbre tout en essayant de vérifier les signes vitaux d'Isabella. Sa respiration était superficielle, son pouls faible, et elle avait complètement perdu connaissance. Les invités s'attroupèrent autour d'eux, murmurant des théories et des spéculations. Edward entendit des bribes de conversation qui le firent frémir. Était-ce quelque chose qu'elle a mangé ? Peut-être un empoisonnement. Qui avait accès à sa nourriture? Le docteur Henry Carter, l'un des investisseurs présents qui était également médecin, s'agenouilla à côté d'Edward pour examiner Isabella. Ses mains expérimentées vérifièrent ses pupilles, son pouls et d'autres signes vitaux en attendant les ambulanciers. Ses pupilles sont dilatées et sa respiration est déprimée, murmura-t-il à voix basse à Edward. Cela ressemble à une intoxication par une sorte de dépresseur du système nerveux central. Edward sentit le sol se dérober sous ses pieds. La confirmation médicale préliminaire validait entièrement l'avertissement d'Annie. Isabella avait bien mis quelque chose dans son vin, quelque chose d'assez puissant pour provoquer une réaction aussi grave. Lorsque les ambulanciers arrivèrent et commencèrent les procédures d'urgence, Edward remarqua les regards curieux et suspicieux que certains invités lui adressaient. En tant qu'organisateur de l'événement et partenaire d'Isabella, il serait naturellement l'une des premières personnes interrogées sur ce qui s'était passé. Monsieur Shaw, l'aborda un détective arrivé avec l'ambulance. Nous devons vous poser quelques questions sur ce que mademoiselle Vance a consommé ce soir. Edward regarda Isabella être emportée sur une civière, inconsciente et vulnérable, et ressentit un mélange complexe d'émotions.
Une partie de lui aimait encore la femme qu'il pensait connaître, mais une autre était terrifiée par la découverte de qui elle était vraiment. Alors qu'il suivait l'ambulance jusqu'à l'hôpital, une question hantait ses pensées. Si Isabella avait prévu de le droguer pendant l'événement, quelle était la prochaine étape de son plan? Et plus important encore, qui d'autre pouvait être impliqué dans le complot? L'hôpital Saint-Jude était enveloppé dans le silence de l'aube quand Édouard put enfin s'asseoir dans la salle d'attente des soins intensifs. Son costume élégant contrastait vivement avec l'environnement clinique, et il se sentait complètement déplacé dans un décor qui sentait le désinfectant et le désespoir. Il avait été soumis à 3 heures intenses d'interrogatoire policier, répondant à plusieurs reprises aux mêmes questions sur chaque détail de la soirée. Le docteur Carter sortit de l'ascenseur avec une expression grave, suivi de près par le détective Marcus Riley, un homme d'âge mûr aux yeux perçants qui ne montrait aucune sympathie pour Édouard. Les analyses de laboratoire d'Isabella étaient terminées, et les résultats allaient confirmer officiellement les soupçons d'empoisonnement. Les tests ont révélé la présence de zolpidem en forte concentration, annonça le docteur Carter en consultant le dossier. C'est un sédatif puissant, généralement utilisé pour l'insomnie, mais à forte dose, il peut provoquer exactement les symptômes que nous avons observés. Un frisson parcourut l'échine d'Édouard. Le zolpidem était facilement accessible sur ordonnance, mais pouvait aussi être obtenu illégalement. La substance était pratiquement indétectable une fois dissoute dans du vin rouge, ce qui rendait la méthode d'empoisonnement presque parfaite. Monsieur Shaw, intervint le détective Riley. J'ai besoin que vous m'expliquiez à nouveau comment les verres ont été servis ce soir. Qui avait accès aux boissons de Mademoiselle Vance? Je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, répondit Édouard, luttant pour garder patience. Le vin a été servi par le maître d'hôtel avant le dîner. Des dizaines de personnes circulaient près de notre table tout au long de la soirée. Le détective prenait des notes méticuleuses, mais Édouard sentait le scepticisme dans chaque mot. La situation était d'une ironie dévastatrice. Il était interrogé pour un crime qui était initialement prévu contre lui. S'il leur parlait de l'avertissement d'Annie et de l'échange de verres, il serait obligé d'expliquer comment une enfant sans abri avait été témoin de l'empoisonnement, ce qui pourrait passer pour une histoire fantaisiste. Nous avons des informations selon lesquelles vous et Mademoiselle Vance aviez récemment des désaccords professionnels, continua le détective en consultant ses notes. Plusieurs employés de Shaw Corp ont mentionné des tensions liées à l'expansion internationale de l'entreprise. Édouard fronça les sourcils, sincèrement confus. Quel genre de tension? Isabella a toujours soutenu chaque projet d'expansion. Elle a elle-même coordonné les négociations avec les investisseurs européens. Selon nos sources, elle remettait en question certaines de vos décisions financières ces dernières semaines, révéla Riley. Apparemment, il y avait des inquiétudes concernant des irrégularités comptables. L'accusation frappa Édouard comme un coup de poing dans l'estomac. Il n'avait jamais entendu Isabella exprimer la moindre inquiétude concernant la gestion financière de l'entreprise. Au contraire, elle louait toujours sa transparence et son éthique des affaires. S'il y avait vraiment des sources faisant de telles affirmations, cela signifiait que le complot était bien plus élaboré qu'il ne l'avait initialement imaginé. C'est complètement faux, déclara Édouard, la voix chargée d'indignation. Mon entreprise a subi 3 audits indépendants cette année. Tous les rapports sont disponibles pour consultation publique. Nous comprenons votre position, Monsieur Shaw, répondit le détective diplomatiquement. Cependant, nous devons enquêter sur toutes les possibilités. Avez-vous une idée de qui pourrait avoir intérêt à nuire à Mademoiselle Vance? La question était un piège évident, et Édouard le reconnut immédiatement. S'il suggérait qu'Isabella avait des ennemis, il admettrait implicitement qu'il ne la connaissait pas assez bien pour la protéger. S'il affirmait qu'elle était universellement appréciée, il renforcerait la théorie selon laquelle il était le seul suspect ayant un mobile pour lui nuire. Isabella est respectée par tout le monde dans l'entreprise, répondit-il prudemment. Je n'imagine pas qui pourrait lui vouloir du mal. Le docteur Carter interrompit la tension croissante avec une mise à jour médicale. Mademoiselle Vance est stable mais toujours inconsciente. Avec la quantité de sédatifs trouvés dans son système, elle pourrait rester ainsi pendant encore 12 à 24 heures. Édouard demanda la permission de la voir, et après une longue hésitation, le détective accepta, l'accompagnant jusqu'à la chambre de soins intensifs. Isabella était connectée à plusieurs moniteurs, son visage pâle contrastant avec ses cheveux sombres étalés sur l'oreiller de l'hôpital. La voir dans cet état de vulnérabilité remua une confusion de sentiments en Édouard. Une partie de lui refusait toujours de croire pleinement que la femme qu'il aimait avait tenté de le droguer.
Peut-être y avait-il une explication alternative. Peut-être était-elle elle-même victime d'un complot plus complexe. Mais les preuves étaient irréfutables. Annie avait vu Isabella mettre quelque chose dans son vin, et maintenant Isabella était hospitalisée pour avoir bu cette substance. « Monsieur Shaw, » dit le détective à voix basse, « je vous recommande d'engager un avocat. L'enquête ne fait que commencer, et votre position de principal suspect pourrait rapidement se compliquer. » Édouard hocha la tête machinalement, mais son esprit était concentré sur des questions bien plus troublantes. Si Isabella avait bien prévu de le droguer, quel était le but ultime? Voler des secrets d'entreprise, le forcer à signer des documents compromettants, ou y avait-il quelque chose d'encore plus sinistre derrière ses actions? Quand il quitta enfin l'hôpital aux premières heures du matin, Édouard réalisa que sa vie avait changé de manière irrévocable. En moins de 12 heures, il était passé d'un homme d'affaires respecté au principal suspect dans une affaire d'empoisonnement. Sa réputation, bâtie sur des décennies, était publiquement remise en question. Mais surtout, une question le hantait. Où était Annie? Et était-elle en sécurité après avoir été témoin de quelque chose que des personnes mal intentionnées pourraient juger extrêmement dangereux de savoir? Édouard ne put dormir une seule heure après être rentré chez lui. Son manoir, dans le quartier le plus aisé de la ville, qui avait toujours représenté la réussite et la sécurité, ressemblait maintenant à une cage dorée où chaque ombre cachait des menaces invisibles. Il passa les premières heures du matin à arpenter les pièces luxueuses, son esprit travaillant furieusement pour assembler les pièces d'un puzzle qui devenait plus complexe à chaque nouvelle découverte. À 7 heures du matin, Édouard quitta la maison avec une mission claire: trouver Annie avant que quiconque ayant des intentions malveillantes ne découvre le rôle crucial qu'elle avait joué la veille. La fillette était son seul témoin, la seule personne qui pouvait confirmer sa version des faits et potentiellement le sauver de l'accusation injuste d'empoisonnement. Sa première destination fut le centre-ville, près du bâtiment de Shaw Corp où il avait l'habitude de voir Annie lors de ses trajets quotidiens. Les rues animées du matin contrastaient vivement avec l'élégance de l'événement de la veille, lui rappelant la dure réalité à laquelle de nombreux enfants étaient confrontés quotidiennement. Monsieur Shaw, l'appela Mademoiselle Carman, une femme de 60 ans qui dirigeait un petit refuge de fortune dans un bâtiment abandonné. « Quelle surprise de vous voir ici si tôt. »« Je cherche Annie, » expliqua Édouard, essayant de masquer l'urgence dans sa voix. « L'avez-vous vue ce matin ?» Mademoiselle Carman fronça les sourcils, une inquiétude sincère apparaissant dans ses yeux fatigués. « Non. Et c'est étrange. La petite se présente toujours pour le petit déjeuner à 7h30. Elle est arrivée agitée hier soir. Elle a dit qu'elle avait assez d'argent pour rester quelques jours, mais elle est partie très tôt, avant l'aube. » Un nœud se serra dans la poitrine d'Édouard. Annie avait utilisé l'argent qu'il lui avait donné pour s'assurer une place au refuge, mais quelque chose l'avait fait partir avant son heure habituelle. Cela pouvait signifier qu'elle avait peur, ou pire, que quelqu'un avait déjà découvert son implication dans les événements de la veille. « A-t-elle dit quelque chose sur le fait d'avoir peur ou d'être inquiète ?» demanda Édouard. « Maintenant que vous en parlez, oui, » répondit Mademoiselle Carman en tripotant nerveusement son tablier. Elle a dit qu'elle avait vu quelque chose de très grave à la fête des riches et que des gens dangereux pourraient la chercher. J'ai cru que c'était juste l'imagination d'un enfant. Édouard la remercia rapidement et partit à la recherche d'autres personnes qui pourraient avoir des informations sur les allées et venues d'Annie. Il parla avec des vendeurs de rue, des sans-abri et des équipes de nettoyage de la ville, mais personne n'avait vu la fillette depuis très tôt ce matin-là. C'est alors qu'il trouva Sébastien, un homme d'âge mûr qui vivait dans la rue depuis plus d'une décennie et connaissait chaque recoin du centre-ville. Ses yeux montraient une intelligence vive aiguisée par des années de survie urbaine, et il reconnut immédiatement l'inquiétude sincère d'Édouard. « La petite Annie, mon pote, tu arrives trop tard, » dit Sébastien en secouant la tête gravement. « Des hommes en costume la cherchent depuis 5 heures ce matin. Ce n'étaient pas des flics. Je sais à quoi ressemblent les flics. Ces types, c'était autre chose. » Édouard sentit son sang se glacer. Quel genre d'homme? Avez-vous entendu ce qu'il voulait? 2 types bien habillés conduisant une voiture étrangère noire, décrivit Sébastien en gesticulant nerveusement. Ils posaient des questions sur une petite fille qui a trop parlé de choses qu'elle n'aurait pas dû. Ils offraient de l'argent pour des informations sur l'endroit où elle dort habituellement. La confirmation des pires craintes d'Édouard le laissa désespéré. Annie était officiellement en danger, ce qui signifiait que le complot était bien plus grave qu'il ne l'avait imaginé. Quelqu'un avait rapidement découvert que la fillette était un témoin de l'empoisonnement et voulait maintenant la faire taire. « Sébastien, c'est très important, » dit Édouard en sortant plusieurs billets de son portefeuille.
Je dois trouver Annie avant ces hommes. Avez-vous une idée de l'endroit où elle pourrait se cacher? Sébastien étudia le visage d'Édouard un long moment, semblant évaluer ses intentions. Vous avez l'air d'un type bien. Vous avez toujours été gentil avec la gamine. Il y a quelques endroits qu'elle connaît. Des cachettes que seuls les enfants des rues connaissent. Mais mec, si ces types sont ceux que je pense, vous vous frottez à des gens très dangereux. Édouard passa les heures suivantes à fouiller des sites abandonnés, des chantiers de construction inachevés et des ruelles sombres où Annie pourrait se cacher. Chaque lieu vide augmentait son angoisse, et il commença à craindre d'être déjà trop tard pour protéger la fillette qui lui avait sauvé la vie. Il était tard dans l'après-midi quand il reçut un appel inattendu sur son téléphone portable. Le docteur Carter l'informa qu'Isabella avait repris connaissance et demandait à lui parler d'urgence. Selon le médecin, elle semblait extrêmement agitée et répétait sans cesse qu'elle avait des informations importantes sur ce qui s'était passé. Édouard était partagé entre continuer sa recherche d'Annie et se rendre à l'hôpital pour confronter Isabella. Une partie de lui espérait encore qu'elle pourrait fournir des explications qui éclairciraient toute l'affaire, mais une autre partie craignait que ce ne soit qu'un autre piège. Il décida d'aller à l'hôpital. Mais d'abord, il passa un appel à Peter Nash, l'un des meilleurs avocats spécialisés en droit pénal de la ville. Si Isabella était vraiment réveillée et parlait, il devait être préparé à toute révélation qui pourrait émerger de cette rencontre. Alors qu'il traversait les rues de la ville en direction de l'hôpital, Édouard ne pouvait s'empêcher de penser à Annie. Une fillette de 6 ans était en danger de mort pour avoir tenté de le protéger, et il se sentait complètement impuissant à l'aider. Ce qui le terrifiait le plus était la possibilité qu'en arrivant enfin à l'hôpital, il découvre qu'Isabella avait tout orchestré depuis le début, y compris sa propre hospitalisation, dans le cadre d'un plan encore plus diabolique qu'il ne pouvait l'imaginer. Le couloir des soins intensifs résonnait du bip rythmé des moniteurs médicaux quand Édouard arriva enfin à l'hôpital Saint-Jude. Peter Nash, son avocat, l'attendait déjà dans la zone de réception avec une expression grave qui indiquait de nouvelles complications. L'homme de 55 ans, connu pour ses prouesses dans les affaires pénales complexes, portait une mallette pleine de documents qui n'auguraient rien de bon. « Édouard, nous devons parler avant que vous ne parliez à Isabella », dit Peter en le guidant vers une salle privée. La situation s'est considérablement aggravée ces dernières heures. Édouard s'assit lourdement sur la chaise en plastique, sentant le poids d'une réalité qui se détériorait rapidement. Quoi encore? Les médias se sont emparés de l'histoire de l'empoisonnement, révéla Peter en ouvrant un journal du soir. Le titre suggère que vous avez tenté d'éliminer Isabella pour prendre le contrôle total de l'entreprise. Quelqu'un a divulgué des informations détaillées sur de prétendues irrégularités financières que vous auriez essayé de cacher. Édouard lut les titres à sensation avec une horreur croissante. Un millionnaire tente d'empoisonner sa petite amie lors d'un gala de charité. Scandale financier chez Shaw Corp, le PDG accusé de tentative de meurtre. La chute d'un empire, Édouard Shaw sous le coup d'une enquête criminelle. C'est impossible, murmura Édouard, la voix remplie de désespoir. Ces informations sont complètement fabriquées. Qui a eu accès à des détails aussi spécifiques sur l'enquête? C'est la question la plus inquiétante, répondit Peter gravement. Seules quelques personnes connaissaient ces détails, y compris la police, l'hôpital et vous. Quelqu'un avec un accès privilégié orchestre une campagne délibérée pour détruire votre réputation. Avant qu'Édouard ne puisse pleinement traiter les implications, le docteur Carter apparut à la porte. Monsieur Shaw, mademoiselle Vance demande à vous voir d'urgence. Elle semble très agitée et insiste sur le fait qu'elle a des informations cruciales sur ce qui s'est passé hier soir. Édouard suivit le médecin à travers les couloirs stériles de l'hôpital, flanqué de près par Peter et le détective Riley, qui était apparu de manière inattendue pour superviser la rencontre. Chaque pas vers la chambre d'Isabella augmentait la tension dans la poitrine d'Édouard. Quand les portes de la chambre s'ouvrirent, Édouard trouva Isabella assise dans son lit, connectée à une perfusion, mais apparemment alerte. Ses yeux, normalement vifs et confiants, recelaient maintenant une vulnérabilité qu'il n'avait jamais vue auparavant. Un instant, Édouard oublia presque tous ses soupçons et fut simplement soulagé de la voir consciente. « Édouard », appela-t-elle d'une voix faible, tendant une main vers lui. « Dieu merci, tu vas bien. J'étais si inquiète. »« Comment te sens-tu » demanda-t-il, maintenant une distance prudente malgré ses instincts protecteurs. Confuse et effrayée, admit Isabella, les larmes lui montant aux yeux. « Je ne me souviens pas de beaucoup de détails de la nuit dernière, mais je me souviens d'avoir eu terriblement le vertige et puis plus rien. Le médecin a dit que j'avais été empoisonné. »
Édouard étudia chacune de ses expressions faciales, cherchant des signes de comédie ou de fausseté. Isabella semblait sincèrement bouleversée, mais il savait qu'elle était intelligente, et si nécessaire en affaires, manipulatrice. « Isabella, je dois te poser une question très directe, » dit Édouard, ignorant le regard d'avertissement de Peter. « Te souviens-tu d'avoir mis quelque chose dans mon vin hier soir ?» La réaction d'Isabella fut immédiate et apparemment sincère. Ses yeux s'écarquillèrent de choc total, et elle recula comme si elle avait été giflée. « Comment peux-tu demander ça? Tu penses que j'essaierai de t'empoisonner? Quelqu'un t'a vu mettre quelque chose dans mon verre, » insista Édouard, observant chacune de ses micro-expressions. « Un témoin t'a vu ajouter une poudre blanche à mon vin. » Isabella secoua vigoureusement la tête, des larmes coulant maintenant sur son visage. « C'est impossible, Édouard. Je ne ferai jamais une chose pareille. Tu es la personne la plus importante de ma vie, tant sur le plan personnel que professionnel. » « Alors comment expliquez-vous le zolpidem dans votre système ?» intervint le détective Riley. « La substance a dû venir de quelque part. »« Je ne sais pas, » s'exclama Isabella, la voix chargée de désespoir. « Peut-être que quelqu'un a mis quelque chose dans ma boisson. Peut-être que j'étais la cible, pas Édouard. » Une possibilité troublante commença à se former dans l'esprit d'Édouard. Et si Isabella était vraiment une victime ? Et si le véritable complot impliquait d'autres personnes qui voulaient les éliminer tous les deux ou les monter l'un contre l'autre? « Isabella, » dit Édouard lentement, « fais-tu confiance à toutes les personnes avec qui nous travaillons dans l'entreprise ?» Elle hésita un instant, une ombre d'incertitude traversant son visage. « Pourquoi demandes-tu ça? S'il te plaît, réponds simplement. » « Eh bien, j'ai toujours pensé que Roger Friedman montrait une ambition excessive, » admit-elle, et Marsha Stone semblait pleine de ressentiment que j'ai été promu si rapidement. « Mais je n'ai jamais imaginé qu'il pourrait. »« Pourrait quoi ?» pressa Édouard. « Comploter quelque chose contre nous, » termina Isabella, semblant arriver à la même conclusion. « Édouard, penses-tu que quelqu'un essaie de nous piéger ?» Le détective Riley prenait des notes méticuleuses de chaque mot, mais Édouard remarqua le scepticisme dans son expression. La version d'Isabella semblait trop opportune, émergeant exactement au moment où elle avait besoin d'une défense. « Mademoiselle Vance, » dit le détective, « avez-vous des preuves de ces soupçons concernant vos collègues ?»« Il n'y a pas de preuves concrètes, » admit Isabella, « mais des conversations étranges, des réunions secrètes, des commentaires sur la nécessité de changement dans la direction de l'entreprise. » Édouard se sentit perdu dans un labyrinthe de possibilités contradictoires. Isabella pouvait dire la vérité, victime d'un complot plus large, ou elle pouvait mentir magistralement, essayant de détourner les soupçons sur d'autres tout en maintenant sa propre innocence. La seule certitude qu'il avait été qu'Annie avait vu quelque chose de spécifique. Et maintenant, la fillette était portée disparue, peut-être en danger de mort. Indépendamment de la culpabilité d'Isabella, des forces dangereuses étaient en mouvement, menaçant de détruire tout ce pour quoi il avait travaillé. « Je dois y aller », annonça brusquement Édouard en se levant de sa chaise. « Il y a des choses urgentes dont je dois m'occuper. »« Édouard, s'il te plaît, ne pars pas en pensant que je suis coupable, » plaida Isabella. « Enquête sur tout ce que tu dois, mais ne les laisse pas détruire notre relation sur la base de soupçons. » Quand Édouard quitta l'hôpital, son esprit était plus confus que jamais. Mais une chose était claire. Il devait trouver Annie avant qu'il ne soit trop tard. Une pluie battante commença à tomber sur la ville quand Édouard reçut un appel qui allait complètement changer le cours de son enquête. Le numéro était masqué, mais la voix à l'autre bout du fil était indubitablement familière. C'était Annie, murmurant nerveusement depuis une cabine téléphonique. « Tonton Ed, c'est moi, Annie. J'ai très peur, mais il faut que je vous parle. » Édouard gara immédiatement la voiture, son cœur battant de soulagement et d'inquiétude. « Annie, où es-tu? Je te cherche depuis des heures. J'étais si inquiet. »« Je me cache dans une vieille église près du quartier du marché historique, » expliqua-t-elle, la voix tremblante. « Tonton, il s'est passé des choses très graves. J'ai vu d'autres choses. Des choses que je n'étais pas censé voir. »« Quel genre de choses, petite ? » ?»« Ces hommes en costume qui me cherchaient. Je les ai vus parler avec la jolie dame de l'hôpital. Ils ne savent pas que j'étais caché et que je pouvais tout entendre. » Édouard sentit le sol s'ouvrir sous ses pieds. « Annie, es-tu sûre? Isabella est à l'hôpital depuis presque 24 heures. Elle est sortie par la porte de derrière ce matin, » révéla Annie. « Je cherchais un endroit sûr près de l'hôpital quand je l'ai vue partir avec les méchants hommes. Ils ne semblaient pas la forcer, tonton.
Elle riait et parlait comme s'ils étaient amis. La révélation frappa Edward comme un coup de tonnerre. Si Annie avait raison, toute la performance d'Isabella à l'hôpital avait été une mise en scène élaborée. Elle n'était pas une victime confuse et vulnérable, mais une conspiratrice consciente qui manipulait délibérément la situation. Annie, c'est très dangereux, dit Edward en redémarrant la voiture. Reste exactement où tu es. J'arrive te chercher tout de suite. Tonton, il y a plus, insista la fillette. Je les ai entendus parler de papiers importants que vous devrez signer demain et d'un homme nommé Roger qui va prendre la tête de l'entreprise quand vous irez en prison. Edward appuya sur l'accélérateur, naviguant sur les rues mouillées en direction du quartier du marché. Roger Friedman était le directeur financier de Shaw Corp, un homme ambitieux qu'Edward avait récemment promu contre l'avis de certains membres du conseil d'administration. Si Roger était impliqué dans le complot, cela expliquerait comment des informations financières confidentielles avaient fuité dans les médias. L'église mentionnée par Annie était un bâtiment centenaire, partiellement abandonné, situé dans un quartier délabré de la ville. Edward se gara à proximité et marcha prudemment sous la pluie jusqu'à ce qu'il trouve la fillette cachée derrière l'autel principal. Annie courut vers lui dès qu'elle le vit, serrant ses jambes fermement. Elle était mouillée, grelottant de froid et visiblement terrifiée, mais ses yeux brillaient de la détermination de quelqu'un qui savait posséder des informations vitales. « Tonton Ed, il prépare quelque chose pour demain, dit-elle. La jolie dame a dit que vous devrez choisir entre signer des papiers ou aller en prison. » Annie, j'ai besoin que tu me dises tout ce que tu as entendu, mot pour mot, demanda Edward en s'agenouillant à sa hauteur. Au cours des 15 minutes suivantes, Annie raconta une conversation qui révéla la véritable ampleur du complot contre Edward. Isabella n'était pas seulement impliquée en connaissance de cause, mais était l'une des meneuses du projet, aux côtés de Roger Friedman et d'autres cadres. Elle avait planifié une prise de contrôle hostile de Shaw Corp en utilisant le scandale de l'empoisonnement comme levier. Ils ont dit que vous seriez forcé de transférer vos actions pour ne pas être accusé de tentative de meurtre, expliqua Annie, et qu'ensuite, ils se partageraient l'entreprise entre eux. Edward ressentit un mélange de rage et d'admiration pour la complexité du plan. Isabella l'avait courtisé, non par amour, mais dans le cadre d'une stratégie à long terme pour lui voler son entreprise. L'empoisonnement n'avait jamais eu pour but de le tuer, mais de le droguer juste assez pour le forcer à signer des documents compromettants pendant l'événement. Annie, tu es la personne la plus courageuse que je connaisse, dit Edward en serrant la fillette dans ses bras avec une affection sincère. Sans toi, j'aurais tout perdu sans même savoir ce qui se passait. Tonton Ed, ils ont dit quelque chose qui m'a fait encore plus peur, murmura Annie. Ils ont dit que si la fille qui a tout vu n'était pas retrouvée bientôt, ils la feraient disparaître pour de bon. La menace contre Annie confirma que le complot était bien plus grave qu'un simple conflit d'entreprise. Ces gens étaient prêts à faire du mal à un enfant innocent pour protéger leurs intérêts criminels. Edward prit une décision qui allait complètement changer sa stratégie. Au lieu de continuer à se défendre passivement, il allait passer à l'offensive. Avec Annie comme témoin et les informations qu'elle avait recueillies, il pouvait renverser la situation contre les conspirateurs. « Annie, nous devons aller à la police tout de suite », annonça Edward. « Mais d'abord, nous allons faire un arrêt très important. »« Où, tonton ?»« Au magasin d'électronique le plus proche, » répondit Edward avec un sourire déterminé. « Nous devons acheter un très petit et très bon enregistreur. » Alors qu'il quittait l'église sous la pluie battante, Edward commença enfin à sentir qu'il avait une réelle chance de reprendre sa vie et son entreprise. Annie lui avait donné non seulement les informations nécessaires pour se défendre, mais aussi l'opportunité de démasquer un complot qui allait bien au-delà de ce qu'il avait initialement imaginé. La bataille était loin d'être terminée, mais pour la première fois en 2 jours, Edward Shaw sentait qu'il avait les armes pour riposter. Le magasin d'électronique était sur le point de fermer quand Edward et Annie arrivèrent, mais le vendeur accepta de les aider après avoir reconnu l'homme d'affaires. Edward acheta 2 micro-enregistreurs numériques de haute qualité, assez petits pour être facilement dissimulés, ainsi que des oreillettes sans fil et un smartphone doté de capacités d'enregistrement avancées. « Tonton Ed, je dois utiliser ces choses ?» demanda Annie, regardant l'équipement avec un mélange de fascination et d'inquiétude. « Seulement si tu te sens assez courageuse, » répondit Edward en s'agenouillant à sa hauteur. « Mais souviens-toi, petite, tu m'as déjà sauvé la vie une fois. Maintenant, nous avons une chance de sauver l'entreprise et de nous assurer que ces gens ne fassent de mal à personne d'autre. » Pendant le trajet vers un hôtel discret où Edward avait décidé de séjourner temporairement, il expliqua son plan à Annie. Au lieu d'aller directement à la police, ils allaient d'abord recueillir des preuves concrètes du complot.
Annie serait formée à l'utilisation du matériel d'enregistrement si elle avait une autre occasion d'entendre des conversations importantes. Dans la chambre d'hôtel, Edward appela Peter Nash et demanda à l'avocat de venir immédiatement, en amenant un détective privé de confiance. Pendant qu'ils attendaient, il aida Annie à prendre un bain chaud et lui commanda de nouveaux vêtements auprès du service d'étage. « Tu sais, Annie, dit Edward en brossant doucement les cheveux de la fillette. Quand j'étais enfant, j'ai aussi vécu dans la rue pendant un certain temps. Je sais à quel point c'est effrayant de n'avoir personne pour te protéger. Qu'est-il arrivé à tes parents, tonton Ed ? Demanda Annie pour la première fois, montrant de la curiosité pour sa vie. Edward hésita un instant, puis décida de partager son histoire. Mon père nous a quittés quand j'avais 7 ans, et ma mère est tombée malade et a été admise dans un hôpital public. J'ai passé presque 2 ans dans des foyers et dans la rue avant qu'un professeur bienveillant ne m'adopte. C'est pour ça que vous êtes toujours gentil avec moi ? Exactement, confirma Edward, ressentant un lien émotionnel profond avec la fillette. Et c'est pourquoi je vais m'assurer que tu n'aies plus jamais à t'inquiéter d'avoir un endroit sûr où vivre. Peter Nash arriva accompagné de Laura Miles, une détective privée spécialisée dans la criminalité d'entreprise. Laura était une femme d'une 40aine d'années, une ancienne agente fédérale avec une réputation impeccable pour la découverte de fraudes commerciales complexes. Edward, cette situation est plus grave que nous ne l'imaginions, annonça Peter après avoir entendu le récit complet des événements. Si Annie a raison à propos d'Isabella quittant l'hôpital, cela constitue une obstruction à la justice et un complot. Laura examina l'équipement d'enregistrement et approuva sa qualité. Nous avons besoin de preuves solides avant d'agir. Une accusation prématurée pourrait alerter les conspirateurs et les amener à détruire des preuves importantes. Quel est votre plan ? Demanda Edward. Demain, c'est mardi, expliqua Laura en consultant une tablette. Selon les informations recueillies par Annie, il prévoit de vous forcer à signer des documents. Cela signifie qu'il y aura une réunion ou une confrontation directe. Je suggère que vous vous présentiez au bureau comme d'habitude demain, ajouta Peter. Agissez comme si vous ne saviez rien du complot. Laissez-les initier leur plan pendant que nous recueillons des preuves. Annie, qui était restée silencieuse pendant la conversation des adultes, leva timidement la main. Je peux aider, moi aussi ? Je sais très bien me cacher, et personne ne se méfie d'un enfant. Edward regarda la fillette avec un mélange de fierté et d'inquiétude. Annie, ça pourrait être très dangereux. Tonton Ed, ces méchantes personnes veulent vous faire du mal, et elles pourraient faire du mal à d'autres enfants aussi, dit-elle avec une détermination surprenante pour son âge. Je veux aider à les arrêter. Laura étudia Annie un long moment. Si elle veut vraiment aider, nous pouvons l'équiper d'un des plus petits enregistreurs. Les enfants peuvent accéder à des endroits où les adultes ne peuvent pas, et elle a déjà prouvé qu'elle était extrêmement observatrice. Edward passa l'heure suivante à apprendre à Annie comment utiliser le micro-enregistreur, soulignant que sa sécurité était plus importante que n'importe quelle preuve. Ils répétèrent différents scénarios, y compris des signaux de danger et des itinéraires de fuite si quelque chose tournait mal. Souviens-toi, Annie, dit Edward pour la 10e fois, si tu sens le moindre danger, oublie l'enregistrement et va directement à l'endroit sûr que nous avons convenu. Pendant la nuit, Edward dormit à peine. Pour la première fois en 48 heures, il sentait qu'il avait une stratégie solide. Mais la responsabilité de protéger Annie pesait lourdement sur sa conscience. La fillette avait déjà tant risqué pour l'aider, et maintenant il lui permettait de s'exposer à encore plus de dangers. Annie, en revanche, dormit profondément pour la première fois depuis des jours. Elle était propre, au chaud, nourrie, plus important encore, elle se sentait utile et valorisée. Pour un enfant qui avait passé sa vie à être ignoré par la société, le fait que des adultes respectueux lui demandent son aide pour quelque chose d'important était profondément valorisant. Quand le matin arriva, Edward regarda Annie glisser soigneusement le petit enregistreur dans une poche secrète que Laura avait cousue dans sa nouvelle blouse. La détermination dans les yeux de la fillette lui rappela lui-même, des décennies plus tôt, quand il avait décidé qu'il ne serait plus jamais une victime des circonstances. « Sommes-nous prêts ?» demanda Edward en ajustant sa propre cravate. « Prête, tonton ?» répondit Annie en souriant avec confiance. « Aujourd'hui, on va attraper les méchants. » Alors qu'il quittait l'hôtel pour se rendre au centre-ville, Edward se promit silencieusement que, quel que soit le résultat de la journée, Annie aurait un avenir sûr et rempli d'opportunités. Elle lui avait donné une seconde chance dans la vie, et il ferait de même pour elle. La guerre contre les conspirateurs commençait officiellement, et cette fois, Edward ne se battrait pas seul.
Mardi se leva couvert, avec une fine bruine qui jetait une atmosphère tendue sur le quartier des affaires de la ville. Édouard arriva au bâtiment de Shaw Corp à 8 heures, comme il le faisait habituellement, mais cette fois, chaque pas était calculé et chaque geste faisait partie d'une performance soigneusement planifiée. Annie était positionnée dans un café du coin opposé, faisant semblant de jouer avec des poupées fournies par Laura tout en observant discrètement le mouvement dans le bâtiment. Le personnel du hall salua Édouard avec sa courtoisie habituelle, mais il remarqua des chuchotements et des regards curieux qui confirmaient que le scandale médiatique affectait sa réputation au sein de sa propre entreprise. Certains employés évitaient le contact visuel direct, tandis que d'autres montraient un soutien discret par des hochements de tête chaleureux. Dans l'ascenseur, Édouard croisa Marcia Stone, la directrice des ressources humaines qu'Isabella avait mentionnée comme une conspiratrice possible. Marcia semblait nerveuse, tripotant constamment ses cheveux et vérifiant son téléphone avec une fréquence inhabituelle. « Bonjour, Édouard », dit-elle en forçant un sourire. « Comment tenez-vous le coup dans cette terrible situation ?»« Un jour à la fois, Marcia », répondit Édouard diplomatiquement. La vérité finit toujours par éclater. Marcia hocha rapidement la tête, mais Édouard remarqua qu'elle semblait soulagée lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent au 14e étage. Son comportement confirmait ses soupçons que le complot impliquait plusieurs personnes au sein de l'entreprise. Dans son bureau, Édouard trouva une pile de documents sur son bureau qui n'auraient normalement pas dû s'y trouver. Des accords de transfert d'actions, des procurations spéciales et des contrats de fusion d'entreprise. Exactement le type de paperasse qu'Annie avait entendu les conspirateurs mentionner. « Monsieur Shaw », appela Carla, sa secrétaire depuis 15 ans, en entrant dans le bureau avec une expression inquiète. Le bureau de Monsieur Roger Friedman a appelé pour dire qu'il doit vous parler d'urgence à 9 heures. Ils ont dit que c'était au sujet de questions juridiques liées à l'incident de dimanche. Édouard la remercia et chargea Carla de confirmer la réunion. Intérieurement, son pouls s'accéléra, sachant que le moment crucial approchait. Il vérifia discrètement que son micro-enregistreur fonctionnait correctement et envoya un message codé à Laura, l'informant que le plan était en marche. À 9 heures précises, Roger Friedman entra dans le bureau accompagné de 2 hommes qu'Édouard ne reconnaissait pas. L'un était de toute évidence un avocat, portant une mallette en cuir coûteuse et des lunettes de créateur. L'autre ressemblait plus à un garde de sécurité privé avec des épaules larges et des yeux vifs qui balayaient constamment la pièce. « Édouard, merci de nous recevoir dans des circonstances aussi difficiles », dit Roger, sa voix teintée d'une fausse sympathie qui ne pouvait cacher la satisfaction dans ses yeux. Voici le docteur Michael Vance, un spécialiste en droit des sociétés, et monsieur Carlos Silva, un consultant en sécurité d'entreprise. Édouard salua les hommes cordialement, notant que le consultant en sécurité était probablement l'un des hommes qu'Annie avait vu la chercher dans la rue. La confirmation visuelle fit bouillir son sang, mais il maintint une expression neutre. « Roger, je suppose que cette réunion concerne les rumeurs qui circulent dans les médias », dit Édouard en s'asseyant derrière son bureau de direction. Malheureusement, Édouard, c'est plus grave que des rumeurs, répondit le docteur Vance en ouvrant sa mallette. Notre enquête préliminaire a révélé plusieurs irrégularités dans les récentes transactions financières de Shaw Corporation combinées à l'incident d'empoisonnement. Votre situation juridique est devenue compliquée. Édouard feignit la surprise et l'inquiétude. Quel genre d'irrégularité ? Roger prit le contrôle de la conversation, manifestement à l'aise dans son rôle de traître. Des transferts non autorisés vers des comptes offshore, la manipulation de rapports d'audit, la surfacturation sur des contrats de fourniture. Édouard, je sais que vous n'avez pas fait ça intentionnellement, mais quelqu'un utilise votre autorité pour des activités illégales. C'est impossible, protesta Édouard, laissant une indignation sincère transparaître dans sa voix. Toutes nos transactions passent par de multiples approbations. Et c'est là que la situation devient délicate, intervint le docteur Evans. Les preuves suggèrent que vous étiez manipulé par quelqu'un de proche, quelqu'un avec un accès intime à vos mots de passe et autorisations. Édouard vit où cela menait. Il préparait le terrain pour blâmer Isabella pour les malversations financières, créant un récit où Édouard était à la fois une victime et un coupable ayant besoin de protection en transférant le contrôle de l'entreprise. « Que suggérez-vous » demanda Édouard prudemment. Carlos Silva prit enfin la parole, sa voix profonde portant une menace subtile. Monsieur Shaw, la police a déjà suffisamment de preuves pour vous arrêter pour tentative de meurtre et fraude d'entreprise. Cependant, compte tenu de votre réputation et de vos contributions à la communauté, il existe une alternative. Roger sourit comme un prédateur se refermant sur sa proie. Édouard,
nous avons préparé un accord qui vous protégera des poursuites pénales et préservera la réputation de Shaw Corporation. Vous transférez temporairement le contrôle opérationnel de l'entreprise à un conseil d'administration indépendant pendant que vous résolvez vos problèmes juridiques. Le docteur Evans posa plusieurs documents sur la table. C'est une solution élégante. Vous conservez une participation minoritaire, recevez une généreuse allocation à vie et évitez la prison. En retour, vous vous éloignez de la direction jusqu'à ce que votre situation juridique soit complètement résolue. Édouard fit semblant d'étudier les documents, mais en réalité, il enregistrait chaque mot du chantage explicite. « Et si je refuse ? Alors vous serez arrêté demain matin, répondit simplement Carlos Silva. Et croyez-moi, monsieur Shaw, nous avons suffisamment de preuves pour obtenir une condamnation. De plus, ajouta Roger, il y a des questions de sécurité personnelle à prendre en considération. Les personnes impliquées dans des scandales financiers font parfois face à des risques inattendus. La menace voilée fit serrer les poings d'Édouard sous la table, mais il maintint une expression pensive. « J'ai besoin de temps pour réfléchir. » « Malheureusement, le temps est un luxe que vous n'avez pas, dit le docteur Evans. Les autorités attendent une décision pour midi aujourd'hui. Alors que les conspirateurs continuaient de faire pression sur Édouard pour qu'il signe, Annie observait depuis la fenêtre du café, suivant l'un des hommes qui avait quitté le bâtiment pour passer un appel téléphonique. Avec un courage stupéfiant pour son âge, elle se rapprocha suffisamment pour activer son enregistreur et capturer une conversation qui allait révéler une dimension encore plus sinistre du complot. Le jeu du chat et de la souris s'intensifiait, et Édouard savait que les prochaines heures détermineraient non seulement l'avenir de son entreprise, mais peut-être aussi sa propre vie. Pendant qu'Édouard feignait d'analyser les documents dans son bureau, Annie avait réussi à se positionner stratégiquement derrière une colonne décorative dans le hall de l'immeuble. Carlos Silva était sorti pour un appel téléphonique privé, croyant apparemment qu'un enfant jouant seul ne représentait aucune menace pour la sécurité de l'opération. La conversation qu'Annie enregistra allait révéler la véritable ampleur du complot et changer complètement la compréhension d'Édouard des risques auxquels il était confronté. « Ouais, tout se passe comme prévu », dit Carlos Silva dans son téléphone, faisant les 100 pas nerveusement sur le trottoir. « L'imbécile va signer les papiers aujourd'hui ou il va directement en prison demain. » Annie ajusta discrètement la position de l'enregistreur, se souvenant des instructions d'Édouard sur la capture de conversation complète. Non, Vance est toujours à l'hôpital en train de faire son show, continua Silva. C'est une bonne actrice. Même moi, j'ai presque cru à sa performance hier. Son plan de faire semblant d'avoir été empoisonnée elle-même a parfaitement fonctionné. La révélation confirma définitivement qu'Isabella était impliquée en connaissance de cause et que son hospitalisation était une imposture élaborée. À propos de la gamine, dit Silva en baissant la voix. Nous ne l'avons toujours pas localisée. Mais détends-toi, un gamin des rues, ce n'est pas un problème. Qui va croire sa parole contre la nôtre ? Un frisson parcourut l'échine d'Annie en entendant sa propre vie être discutée comme un problème mineur à résoudre. Friedman se révèle utile, mais après qu'il aura pris le contrôle, il faudra aussi le gérer, continua Silva, une menace sinistre dans la voix. Le patron n'aime pas les partenaires qui en savent trop. La conversation révéla que même Roger, qui se croyait à la tête du complot, n'était en réalité qu'un pion jetable dans un plan beaucoup plus vaste. Ouais. L'opération s'étend à d'autres entreprises aussi, confirma Silva. Shaw n'est que la première cible. Nous avons une liste de 6 autres PDG qui vont subir le même processus dans les mois à venir. Annie réalisa qu'elle était tombée sur quelque chose de bien plus grave qu'une simple tentative de vol d'entreprise. Il s'agissait d'une organisation criminelle spécialisée dans la prise de contrôle d'entreprise par le chantage, la fraude et la manipulation. Vance a fait un travail exceptionnel en séduisant la cible et en recueillant des informations pendant 8 mois, continua Silva. Elle a eu accès aux mots de passe, aux documents confidentiels, aux stratégies commerciales, à tout ce dont nous avions besoin pour fabriquer les preuves d'irrégularité financière. L'appel se poursuivit pendant quelques minutes, révélant des détails sur des comptes bancaires offshore, des documents falsifiés et même la corruption de responsables des forces de l'ordre et de la justice pour s'assurer que les accusations contre Édouard seraient traitées rapidement. Quand Silva termina enfin l'appel et retourna dans le bâtiment, Annie attendit quelques minutes avant de courir au café où Laura Miles s'était déguisée en cliente ordinaire, surveillant la situation avec du matériel de surveillance. « Tante Laura, j'ai enregistré une conversation très importante », murmura Annie en remettant le micro-enregistreur avec des mains tremblantes. «
Laura connecta discrètement l'appareil à un ordinateur portable et commença à écouter avec des écouteurs. Au fur et à mesure de l'écoute, son expression devint de plus en plus sombre. « Annie, tu es incroyable », dit Laura quand elle eut terminé. Cet enregistrement prouve qu'Edward est confronté à une organisation criminelle professionnelle, pas seulement à des employés déloyaux. Tante Laura, ils ont dit qu'ils allaient faire du mal à tonton Ed et que je ne suis pas importante parce que je ne suis qu'une gamine des rues, rapporta Annie, des larmes d'indignation brillant dans ses yeux. Tu es la personne la plus importante de toute cette histoire, l'assura Laura en serrant la fillette dans ses bras. Sans ton courage, Edward aurait tout perdu sans même savoir ce qui lui arrivait. Pendant ce temps, de retour dans le bureau de Shaw, Edward continuait de feindre d'examiner la proposition des conspirateurs. Roger devenait visiblement impatient, et le docteur Evans vérifiait constamment sa montre coûteuse. « Edward, j'ai besoin d'une réponse », pressa Roger. « Chaque minute de retard complique votre situation juridique. C'est une décision qui va changer toute ma vie, répondit Edward diplomatiquement. Vous pouvez sûrement comprendre que j'ai besoin de temps pour traiter toutes les implications. Carlos Silva retourna au bureau avec une expression plus détendue, apparemment satisfait de son appel téléphonique. Il fit un signe de tête presque imperceptible au docteur Evans, qui prit le signal comme une confirmation d'augmenter la pression. « Monsieur Shaw, je dois vous informer que la fenêtre d'opportunité pour cet accord se referme rapidement », annonça formellement le docteur Evans. Si nous ne recevons pas votre signature dans les 30 prochaines minutes, nous serons contraints de procéder aux poursuites pénales. Edward feignit une panique croissante, laissant ses mains trembler légèrement en tenant les documents. Vous me forcez à choisir entre ma liberté et mon entreprise. Exactement, confirma Roger avec une satisfaction mal dissimulée. Mais considérez l'alternative. Même si vous étiez finalement innocenté des accusations criminelles, ce qui prendrait des années, Shaw Corp serait ruiné. Cet accord préserve au moins l'héritage de l'entreprise. Et garantit que les employés gardent leur emploi, ajouta hypocritement le docteur Evans. Edward savait que chaque mot était enregistré et que Laura recueillait simultanément des preuves supplémentaires grâce à Annie. Plus les conspirateurs parlaient, plus il aurait de preuves de leurs activités criminelles. Il y a une chose qui me dérange, dit Edward lentement, faisant semblant d'étudier une clause spécifique. Comment pouvez-vous garantir que je n'aurai pas d'autres ennuis judiciaires à l'avenir? Carlos Silva sourit froidement. Monsieur Shaw, lorsque vous signerez ces documents, nos organisations deviendront mutuellement dépendantes. Il sera dans notre meilleur intérêt de vous protéger de toute complication juridique. La menace implicite était claire. Une fois qu'Edward aurait signé, il deviendrait complice de l'opération criminelle et ne pourrait pas les dénoncer sans s'incriminer lui-même. Edward jeta un coup d'œil par la fenêtre et vit Annie dans le café, faisant semblant de jouer, mais en réalité menant une mission qui pourrait sauver non seulement son entreprise, mais potentiellement des dizaines d'autres entreprises qui étaient les futures cibles de la même organisation criminelle. « Très bien, » dit enfin Edward en prenant un stylo. « Où est-ce que je signe ?» Edward tint le stylo pendant un long moment, laissant l'attention dans le bureau monter alors que les conspirateurs attendaient avec impatience sa signature. Roger se pencha en avant sur sa chaise, le docteur Evans ajusta nerveusement ses lunettes, et Carlos Silva observait chaque mouvement avec l'intensité d'un prédateur sur le point de saisir sa proie. « Avant de signer, » dit Edward lentement, « j'aimerais poser une question personnelle. » Roger. « Bien sûr, Edward. Tout pour t'aider à te sentir plus à l'aise avec cette décision. » Edward regarda directement dans les yeux de Roger, y voyant un reflet d'ambition et de trahison qui l'attrista profondément. Quand j'ai commencé à te faire confiance en tant que directeur financier, est-ce que tu planifiais déjà tout ça? Roger hésita une fraction de seconde, mais ce fut suffisant pour révéler sa culpabilité. Edward, ce n'est pas personnel. Ce sont juste les affaires. Tu m'as toi-même appris que dans le monde de l'entreprise, il faut parfois prendre des décisions difficiles. Une philosophie intéressante, répondit Edward en posant le stylo. Et vous, Dr Evans, à combien d'autres entreprises avez-vous appliqué cette même stratégie? Le Dr Evans pâlit légèrement. Monsieur Shaw, je ne vois pas la pertinence de cette question pour la situation actuelle. Juste une curiosité professionnelle, dit Edward nonchalamment. J'imagine qu'une opération aussi sophistiquée que celle-ci n'est pas improvisée. Il doit y avoir un schéma, une méthodologie éprouvée. Carlos Silva intervint avec une impatience croissante. Monsieur Shaw, le temps presse. Soit vous signez maintenant, soit nous nous levons et sortons d'ici,
et je vous assure que les conséquences ne vous plairont pas. En fait, dit Édouard en posant le stylo sur le bureau, je crois que je préfère faire face aux conséquences. Le silence qui s'ensuivit fut tendu et lourd de menaces. Roger fronça les sourcils, confus par le changement soudain d'attitude d'Édouard. Édouard, tu fais une terrible erreur, dit Roger. Sans cet accord, tu seras détruit. Peut-être, acquiesça Édouard. Mais au moins, je serai détruit avec mon intégrité intacte. Carlos Silva se leva brusquement, son masque de professionnalisme tombant enfin pour révéler sa véritable nature menaçante. Monsieur Shaw, vous ne comprenez pas la gravité de la situation. Nous avons le pouvoir de faire de votre vie un enfer. Vous l'avez déjà fait, répondit calmement Édouard. Mais j'ai découvert quelque chose d'intéressant ces derniers jours. Quand on n'a plus rien à perdre, on devient étonnamment courageux. Le docteur Evans tenta une approche plus diplomatique. Monsieur Shaw, soyez raisonnable. Les preuves contre vous sont irréfutables. Cet accord est votre seule planche de salut. Des preuves fabriquées, déclara Édouard, sa voix gagnant en force. Mais la question intéressante, croyez-vous vraiment avoir réussi à fabriquer de meilleures preuves que les vraies preuves que j'ai réussi à collecter? Les expressions des trois hommes changèrent instantanément. Roger se renfonça dans sa chaise, le docteur Evans enleva ses lunettes pour les nettoyer nerveusement, et Carlos Silva s'avança menaçant vers le bureau d'Édouard. « De quoi parlez-vous » demanda Silva, sa voix dangereusement basse. Édouard sourit pour la première fois depuis le début de la réunion. Je parle d'appels téléphoniques enregistrés, de confessions documentées et de preuves d'un complot qui s'étend bien au-delà de Shaw Corporation. Vous bluffez, dit Roger, mais sa voix tremblait d'incertitude. Annie est une petite fille très observatrice, continua Édouard. Et aussi très courageuse. Vous avez complètement sous-estimé ce qu'un enfant déterminé peut accomplir quand il veut protéger quelqu'un qu'il aime. Carlos Silva perdit complètement son sang-froid. Cette satanée gamine. Je savais que nous aurions dû nous en débarrasser dès le début. Une confession intéressante, nota Édouard, surtout si l'on considère que toute cette conversation est enregistrée. Le docteur Evans se leva d'un bond, attrapant sa mallette. Monsieur Shaw, nous n'avons plus rien à discuter ici. En fait, nous avons beaucoup plus à discuter, dit Édouard en appuyant sur un bouton de son bureau, surtout avec les invités qui viennent d'arriver. Les portes du bureau s'ouvrirent en grand, révélant Laura Miles, accompagnée de deux agents du FBI, Peter Nash et le détective Riley, qui avaient apparemment été cooptés par les conspirateurs, mais menaient en réalité une enquête parallèle. « Messieurs, » annonça Laura, « vous êtes tous en état d'arrestation pour association de malfaiteurs, extorsion, fraude d'entreprise et complot criminel. » Carlos Silva tenta de s'enfuir par la fenêtre, mais fut immédiatement maîtrisé par les agents fédéraux. Le docteur Evans essaya de détruire des documents de sa mallette, mais Laura avait anticipé le mouvement et confisqua rapidement tout le matériel. Roger resta assis, apparemment en état de choc total. « Édouard, je ne savais pas que c'était si grave. Ils m'ont dit que c'était juste un transfert d'entreprise standard. »« Roger, » dit Édouard tristement, « tu as trahi 15 ans de confiance et d'amitié. Aucune explication ne peut justifier cela. » Alors que les agents menottaient les conspirateurs, Laura expliqua à Édouard que l'enquête avait commencé des mois plus tôt, lorsque d'autres entreprises avaient signalé des schémas similaires de chantage et de prise de contrôle hostile. Leur opération était bien plus sophistiquée que nous ne l'imaginions, expliqua Laura. Ils avaient des contacts dans diverses institutions, y compris certains membres corrompus de la police elle-même. « Et Isabella » demanda Édouard, bien qu'ils connaissent déjà la réponse. « Elle est en cours d'arrestation à ce moment même à l'hôpital » répondit le détective Riley. « Elle est effectivement sortie pendant la nuit pour coordonner les actions d'aujourd'hui, exactement comme Annie l'a rapporté. » Édouard regarda par la fenêtre et vit Annie traverser la place en courant vers le bâtiment, accompagnée de mademoiselle Carman. La fillette avait accompli sa part de la mission avec un courage et une intelligence qui avaient stupéfié tous les adultes. Quand Annie atteignit enfin le bureau, elle courut droit vers Édouard, qui la souleva dans une étreinte émue. « On l'a fait, tonton Ed !» s'exclama-t-elle, rayonnante de bonheur. « Les méchants ont été attrapés. »« C'est sûr, petite héroïne, » répondit Édouard, sentant des larmes de soulagement et de gratitude couler sur son visage. « Tu as sauvé non seulement mon entreprise, mais probablement aussi beaucoup d'autres entreprises. » Alors que les conspirateurs étaient emmenés menottés, Édouard réalisa que sa vie avait changé de manière irrévocable.
Il avait perdu la femme qu'il aimait, découvert que certains de ses employés les plus fiables étaient des traîtres et fait face à la possibilité réelle de perdre tout ce pour quoi il avait travaillé. Mais il avait aussi trouvé quelque chose de plus précieux que n'importe quelle entreprise ou fortune. Une fille de cœur qui lui avait appris le vrai sens de la loyauté, du courage et de l'amour inconditionnel. 3 jours après les arrestations, Édouard se retrouva à l'hôpital Saint-Jude pour la dernière fois, non pas en tant que visiteur inquiet, mais en tant que victime confrontant son agresseur. Isabella avait demandé une rencontre privée par l'intermédiaire de ses avocats, prétendant avoir des informations cruciales sur d'autres aspects du complot qui pourraient bénéficier à l'enquête fédérale. Annie avait insisté pour l'accompagner, et après de nombreux débats, Édouard accepta, comprenant que la fillette avait autant besoin que lui de clore ce chapitre émotionnel. Laura Miles et Peter Nash étaient également présents, ainsi que des agents fédéraux qui surveilleraient chaque mot de la conversation. Isabella n'était plus aux soins intensifs, mais dans une chambre ordinaire sous garde policière. Quand Édouard et Annie entrèrent, ils trouvèrent une femme visiblement différente de celle qu'ils connaissaient. Ses cheveux étaient en désordre, son visage pâle sans maquillage, et ses yeux recelaient un mélange de désespoir et de calcul froid. « Édouard, dit-elle doucement, essayant de recréer l'intimité qu'ils avaient partagée. Merci d'être venu. Je sais que je ne mérite pas ta considération après tout ça. » Édouard resta debout, maintenant une distance physique et émotionnelle. Annie se cacha partiellement derrière lui, observant attentivement la femme qui avait tenté de nuire à son protecteur. « Isabella, ton avocat a dit que tu avais des informations importantes, » dit Édouard froidement. « Elles ont intérêt à être pertinentes, car ce sera notre dernière conversation. » Des larmes sincères commencèrent à couler sur le visage d'Isabella, et un instant, Édouard eut presque pitié d'elle. « Édouard, je veux que tu comprennes que tout n'était pas un mensonge, » commença-t-elle désespérément. « Quand nous nous sommes rencontrés pour la première fois, oui, je suivais des instructions, mais au fil des mois, je suis vraiment tombée amoureuse de toi. »« Alors pourquoi es-tu allé jusqu'au bout du plan ?» demanda Édouard, sa voix chargée d'une douleur à peine dissimulée. « Parce qu'ils avaient des preuves compromettantes sur mon passé, » révéla Isabella en sanglotant. « Des choses que j'avais faites il y a des années, quand j'étais financièrement désespérée. Ils m'ont fait chanter tout autant qu'ils t'ont fait chanter. » Annie murmura quelque chose à l'oreille d'Édouard. Il hocha gravement la tête avant de répondre. « Annie veut savoir pourquoi tu as essayé de m'empoisonner si tu m'aimais vraiment. » Isabella regarda la fillette pour la première fois, et Édouard vit de la reconnaissance et quelque chose qui ressemblait à de la honte dans ses yeux. « Le plan n'a jamais été de te tuer, Édouard, » expliqua Isabella. « C'était de te droguer juste assez pour que tu signes les documents de transfert d'action pendant l'événement. On t'aurait trouvé inconscient, apparemment victime d'un malaise dû au stress, et les papiers auraient déjà été signés. Mais tu as bu le vin qui m'était destiné, » observa Édouard. « Parce que cette courageuse petite fille t'a prévenu et que tu as échangé les verres, » dit Isabella en regardant directement Annie. Un enfant de 6 ans a été plus intelligent qu'une opération planifiée pendant des mois. Annie sortit de derrière Édouard et s'approcha du lit, faisant preuve d'un courage qui impressionna tous les adultes présents. « Pourquoi vouliez-vous faire du mal à tonton Ed ?» demanda Annie avec l'honnêteté brutale des enfants. « C'est une bonne personne. Il m'a toujours donné à manger quand j'avais faim. » Isabella se mit à pleurer plus intensément. « Parce que je suis une personne faible, petite, et les personnes faibles font parfois des choses terribles quand elles ont peur. » Édouard ressentit une émotion complexe en regardant l'interaction. Annie, qui avait souffert d'abandon et de négligence toute sa vie, faisait preuve de plus de force morale et d'intégrité que des adultes qui avaient eu toutes les opportunités du monde. « Isabella, vos informations, » interrompit professionnellement Laura Miles. « L'organisation est bien plus grande que vous ne le pensez, » révéla Isabella en essuyant ses larmes. « Ils ont des opérations dans 6 États, ont infiltré des dizaines d'entreprises et ont corrompu des fonctionnaires dans des banques, des greffes de comté et des tribunaux. » Au cours de l'heure suivante, Isabella fournit des noms, des dates, des comptes bancaires et des détails opérationnels qui permettraient au FBI de démanteler l'ensemble du réseau criminel. Elle avait gardé des dossiers secrets comme une sorte d'assurance-vie, n'imaginant jamais qu'elle les utiliserait un jour pour se protéger. « Pourquoi nous dites-vous cela maintenant ?» demanda Édouard quand elle eut terminé. « Parce que j'ai découvert qu'il prévoyait de m'éliminer après la réussite de l'opération, » admit Isabella. « J'étais un témoin gênant qui en savait trop. Carlos Silva avait déjà reçu l'ordre de s'occuper du problème Isabella dès que vous auriez signé les documents.
La révélation confirma que même les conspirateurs étaient des pions jetables dans la structure de l'organisation criminelle. Et aussi, continua Isabella en regardant directement Annie, parce qu'une fillette de 6 ans m'a montré ce que signifie le vrai courage. Elle a risqué sa sécurité pour protéger quelqu'un qu'elle aimait, tandis que j'ai détruit quelqu'un que j'aimais pour me protéger. Édouard sentit qu'il avait atteint le point de clôture émotionnelle dont il avait besoin. Isabella n'était pas la femme dont il était tombé amoureux. Cette personne n'avait jamais vraiment existé. Mais elle n'était pas non plus le monstre complètement malveillant qu'il avait imaginé dans ses moments de plus grande colère. « Isabella, dit enfin Édouard, j'espère que tu trouveras un moyen de te racheter en prison. Mais notre histoire se termine ici. » Alors qu'il se préparait à partir, Isabella appela Annie une dernière fois. « Petite, tu as sauvé bien plus qu'Édouard. Tu as sauvé des dizaines d'autres personnes qui auraient été lésées à l'avenir. Tu es une vraie héroïne. » Annie étudia Isabella un long moment avec le sérieux de quelqu'un de bien plus âgé. « Je vous pardonne, dit simplement Annie. Mais ne faites plus de mauvaises choses. D'accord ?» La réponse innocente mais profonde fit fondre Isabella en de nouvelles larmes. Mais cette fois, c'étaient des larmes de rédemption, pas d'apitoiement sur son sort. Quand Édouard et Annie quittèrent l'hôpital pour la dernière fois, il réalisa qu'un chapitre douloureux de sa vie était enfin clos. La trahison d'Isabella faisait encore mal, mais elle ne définirait plus son avenir. En regardant Annie, qui marchait à ses côtés avec une confiance croissante, Édouard comprit que parfois, nous perdons des gens que nous pensions aimer pour trouver les personnes dont nous avons vraiment besoin dans nos vies. 2 semaines après la confrontation à l'hôpital, Édouard se trouvait dans le bureau de Peter Nash, finalisant les derniers détails juridiques qui marqueraient la fin officielle de l'affaire. Annie était assise sur une chaise haute à côté de lui, balançant ses jambes et coloriant dans un nouveau carnet de croquis qu'Édouard lui avait acheté. Les informations fournies par Isabella ont conduit à l'arrestation de 43 personnes dans 6 États, rapporta Peter en consultant un épais rapport fédéral. L'entreprise criminelle a été complètement démantelée, et plusieurs entreprises qui étaient de futures cibles ont été sauvées. Édouard hocha la tête avec satisfaction, mais son attention était partagée entre le rapport juridique et les dessins d'Annie, qui montraient une famille heureuse composée d'un homme en costume et d'une petite fille avec des tresses. « Et les accusations contre moi ?» demanda Édouard, bien qu'il sache qu'il avait été entièrement disculpé. « Tout officiellement abandonné ?» confirma Peter. De plus, le FBI a recommandé que vous et Annie receviez une distinction pour service civil. Annie leva les yeux de son dessin. « C'est quoi une distinction, tonton Peter ? » C'est une récompense que le gouvernement donne aux gens très courageux qui ont aidé les autres, expliqua chaleureusement Peter. Comme une médaille ? demanda-t-elle, les yeux brillants de curiosité. Exactement comme une médaille, confirma Édouard en lui caressant les cheveux. Laura Miles entra dans le bureau, portant un dernier dossier et un sourire de satisfaction professionnelle. Édouard, j'ai d'excellentes nouvelles concernant la récupération des actifs de Shaw Corporation. Avez-vous réussi à retrouver l'argent détourné ? demanda Édouard. Non seulement nous l'avons retrouvé, mais nous avons récupéré 92% des fonds, annonça Laura. De plus, les entreprises qui ont été victimes de la même organisation par le passé intentent une action en justice conjointe pour dommages et intérêts, ce qui se traduira par une compensation importante. Une vague de soulagement qu'il n'avait pas ressentie depuis des semaines submergea Édouard. Son entreprise avait non seulement survécu au complot, mais en sortirait financièrement plus forte qu'auparavant. Il y a une autre question dont nous devons discuter, dit Peter, son expression devenant plus sérieuse. Le statut juridique d'Annie. Édouard se redressa, instinctivement protecteur. Quel genre de statut juridique ? Comme elle n'a pas de documents officiels ni de parents connus, elle est techniquement sous la garde de l'État, expliqua prudemment Peter. Cependant, compte tenu de son rôle héroïque dans l'affaire et de sa relation avec vous, plusieurs options juridiques sont disponibles. Annie cessa de dessiner et regarda les adultes avec une inquiétude croissante. « Je dois retourner dans la rue, tonton Ed ? » Jamais, déclara fermement Édouard en lui prenant la main. « Peter, quelles sont mes options pour garantir qu'Annie ait un foyer permanent avec moi ? » L'adoption formelle serait la voie la plus directe, répondit Peter. Compte tenu des circonstances particulières de l'affaire et des recommandations de diverses autorités, le processus peut être considérablement accéléré. Édouard regarda Annie, qui l'observait avec un mélange d'espoir et de peur de la déception qui lui brisa le cœur. « Annie, dit-il doucement, aimerais-tu devenir officiellement ma fille ?
La réaction de la fillette fut immédiate et émotive. Elle sauta de sa chaise et se jeta dans les bras d'Édouard, le serrant fort alors que des larmes de bonheur coulaient sur son visage. « Ça veut dire que je peux t'appeler papa ?» demanda-t-elle entre des sanglots émus. « Ça veut dire que tu seras ma fille pour toujours », confirma Édouard, ses propres larmes se mêlant aux siennes. Laura et Peter observèrent la scène avec des sourires émus, témoins d'une fin heureuse émergeant des cendres de la trahison et du complot. « Il y a une dernière chose, » dit Laura lorsque le moment d'émotion fut passé. « Les médias demandent des interviews sur l'affaire. Vous êtes traités comme des héros nationaux. » Édouard considéra la proposition un instant. « Annie, aimerais-tu raconter notre histoire à d'autres personnes ? Je peux parler de l'importance de protéger les gens qu'on aime, demanda-t-elle sérieusement. « Bien sûr que tu peux, ma petite héroïne. » Au cours des jours suivants, le père et la fille nouvellement adoptée participèrent à plusieurs interviews qui captivèrent l'imagination de la nation. L'histoire d'un homme d'affaires sauvé par une courageuse petite fille résonna auprès de millions de personnes, inspirant des discussions sur la protection de l'enfance, l'inégalité sociale et l'importance de valoriser chaque voix, quel que soit l'âge ou le statut social. Shaw Corp reçut des centaines d'offres de partenariats et d'investissements de la part d'entreprises souhaitant s'associer à la réputation d'intégrité qu'Édouard avait démontrée pendant la crise. Plus important encore, Édouard mit en place des programmes d'entreprise permanents pour soutenir les enfants en situation de risque. Roger Friedman, confronté à des années de prison pour ses crimes, envoya une lettre d'excuse qu'Édouard lut mais choisit de ne pas répondre. Certaines trahisons étaient simplement irréparables, et Édouard choisit de concentrer son énergie émotionnelle sur les relations qui méritaient sa confiance. Mademoiselle Carman rendit visite à Édouard et Annie dans leur nouvelle maison, un manoir qui résonnait maintenant de rires d'enfants et disposait d'une chambre spécialement décorée sur les thèmes des princesses et des super-héros. « Annie a toujours été spéciale, » dit Mademoiselle Carman en regardant la fillette jouer dans le jardin. « Mais je n'aurais jamais imaginé qu'elle deviendrait célèbre pour avoir sauvé un homme d'affaires. Elle m'a sauvé de bien d'autres manières que financièrement, réfléchit Édouard. Elle m'a appris que la famille n'est pas seulement une question de sang, mais de qui est prêt à se risquer pour vous protéger. » Annie rentra en courant, rayonnante de bonheur. « Papa Ed, tu peux m'aider avec mes devoirs ? » « Bien sûr, princesse, » répondit Édouard, réalisant à quel point les mots Papa Ed sonnaient parfaitement naturels. Alors qu'il aidait Annie avec des exercices de mathématiques à la table de la cuisine, Édouard réfléchit à la façon dont sa vie avait complètement changé en un mois seulement. Il avait perdu une petite amie qui n'avait jamais vraiment existé, découvert des trahisons d'employés en qui il avait confiance et fait face à la possibilité de perdre son entreprise et sa liberté. Mais il avait trouvé quelque chose d'infiniment plus précieux, une fille qu'il aimait inconditionnellement et qui lui avait appris que la vraie richesse ne se mesure pas en argent ou en possession, mais dans le courage de faire ce qui est juste et la volonté de protéger ceux qui ont besoin de notre protection. Annie termina ses exercices et regarda Édouard avec le sourire qui illuminait désormais ses journées. « Papa Ed, penses-tu que d'autres enfants qui vivent dans la rue peuvent trouver des familles qui les aiment aussi ? » « Absolument, ma chérie, » répondit Édouard, planifiant déjà d'étendre les programmes sociaux de Shaw Corporation et toi et moi allons aider à ce que cela se produise. 5 semaines après cette nuit fatidique au Grand Majestic Hotel, Édouard et Annie retournèrent dans la même salle de bal luxueuse, mais cette fois pour une célébration complètement différente. La pièce était décorée de ballons roses et dorés, les tables couvertes de sucreries colorées, et un gâteau à 3 étages scintillait de bougies en forme de 7. Annie, désormais officiellement Annie Shaw, portait une robe bleu ciel qu'elle avait choisie elle-même, ses cheveux relevés en un chignon élégant réalisé par un coiffeur professionnel. Ses yeux brillaient de bonheur alors qu'elle contemplait les décorations de sa première fête d'anniversaire officielle. « Papa Ed, tout ça est vraiment pour moi ? » demanda-t-elle pour la 10e fois, encore incrédule. « Tout pour toi, ma princesse », confirma Édouard en ajustant la cravate qu'Annie avait insisté pour qu'il porte, la même que celle qu'il portait le soir de l'empoisonnement, mais qui symbolisait maintenant la renaissance au lieu de la trahison. La salle de bal se remplit progressivement d'invités spéciaux. Mademoiselle Carman arriva dans sa plus belle robe, accompagnée de plusieurs autres enfants du refuge qu'Annie avait insisté pour inviter. Laura Miles et Peter Nash étaient là avec leur famille, ainsi que des employés fidèles de Shaw Corp qui avaient soutenu Édouard pendant la crise. Encore plus touchante était la présence de familles qui avaient bénéficié des nouveaux programmes sociaux de l'entreprise. 10 enfants qui vivaient auparavant dans la rue avaient maintenant des foyers permanents grâce à la fondation qu'Édouard avait créée au nom d'Annie. « Tonton Ed, je veux dire,
Papa aide, dit une fillette de 8 ans nommée Carla, l'une des premières bénéficiaires du programme. Merci de nous montrer que tous les enfants méritent une famille. Édouard sentit les larmes lui monter aux yeux en observant l'effet d'entraînement du courage d'une seule fillette. Annie n'avait pas seulement sauvé sa vie et son entreprise, mais avait inspiré un mouvement qui transformait la vie de dizaines d'autres enfants. Quand vint le moment de couper le gâteau, Annie insista pour qu'Édouard se tienne à ses côtés. Le photographe officiel de la fête, le même qui avait couvert l'événement d'entreprise fatidique, capturait maintenant des moments de pure joie au lieu de scandale et de trahison. Fais un vœu avant de souffler les bougies, lui conseilla Édouard. Annie ferma les yeux avec une concentration sérieuse, les mains jointes comme pour une prière. Quand elle les rouvrit, il y avait dans son regard une détermination mature qui impressionna tout le monde. Je souhaite que les autres enfants qui sont seuls trouvent des familles qui les aiment comme tu m'aimes, annonça-t-elle avant de souffler les 7 bougies d'un seul coup. Les applaudissements qui suivirent furent chaleureux et émus, mais Édouard pouvait à peine y participer, frappé par la maturité émotionnelle et la générosité d'esprit de sa fille adoptive. Pendant la fête, Édouard eut l'occasion de parler avec de nombreux invités de la façon dont leur vie avait changé depuis les événements d'il y a 5 semaines. Le docteur Carter, qui avait soigné Isabella à l'hôpital, commenta comment l'affaire avait inspiré de nouveaux protocoles de sécurité lors des événements d'entreprise. Le détective Riley, qui s'était révélé être un enquêteur honnête travaillant secrètement pour dénoncer la corruption policière, apporta des nouvelles sur les procès des conspirateurs. Isabella avait plaidé coupable en échange d'une peine réduite et coopérait pleinement avec les autorités. Elle m'a demandé de vous dire qu'elle est fière de l'homme que vous êtes devenu à travers cette expérience, rapporta le détective, et qu'elle espère qu'Annie comprendra un jour que même les personnes qui commettent de terribles erreurs peuvent apprendre de l'acte de courage d'un enfant. Édouard hocha la tête, pensif. Il avait trouvé la paix avec la trahison d'Isabella, comprenant que certaines expériences douloureuses sont nécessaires pour nous mener là où nous devons être. Alors que la fête se poursuivait, Annie circulait parmi les invités avec une confiance croissante, racontant des histoires sur sa nouvelle vie et posant des questions intelligentes sur le travail et les familles de chacun. Il n'y avait plus aucun signe de l'enfant timide et effrayé qu'Édouard avait rencontré dans la rue des mois auparavant. Alors que la célébration touchait à sa fin, Édouard monta sur la petite scène qui avait été installée pour l'occasion. La salle de bal se tut, attendant ses paroles. « Ami », commença Édouard, la voix chargée d'émotion. « Il y a 5 semaines, je me tenais dans cette même salle de bal, croyant que j'avais tout. Le succès en affaires, des relations solides et une vie qui avait un sens. Mais j'ai découvert que j'avais fondamentalement tort sur presque tout. » Il regarda Annie, qui l'observait avec une attention totale. Une courageuse fillette de 6 ans m'a appris que la vraie richesse ne réside pas dans les biens matériels ou les postes en entreprise, mais elle m'a montré que la famille ne se définit pas par le sang, mais par l'amour inconditionnel et le sacrifice mutuel. Édouard fit une pause, laissant les mots résonner dans la salle silencieuse. Annie n'a pas seulement sauvé mon entreprise et ma liberté. Elle a sauvé mon âme, me rappelant qui je suis vraiment et ce qui compte vraiment dans la vie. Aujourd'hui, alors que nous célébrons son 7e anniversaire, nous célébrons aussi le pouvoir transformateur du courage, de la vérité et de l'amour. Les applaudissements furent longs et enthousiastes. Mais Édouard n'avait Dieu que pour Annie, qui courut sur scène et le serra fort dans ses bras. « Papa aide », murmura-t-elle à son oreille. « Tu m'as sauvé la vie aussi. Maintenant, nous sommes une vraie famille. » Quand les derniers invités furent partis et que la salle de bal fut vide, Édouard et Annie s'attardèrent quelques minutes, regardant l'endroit où tout avait commencé. Les décorations festives contrastaient de façon spectaculaire avec l'élégance formelle du gala d'entreprise d'il y a 5 semaines. « Papa aide », dit Annie en lui prenant la main. « Penses-tu que cette dame, Isabella, ira bien en prison ?» La question démontrait la capacité de pardon et d'empathie qui surprenait constamment Édouard chez sa fille. « Je pense qu'elle utilisera ce temps pour devenir une meilleure personne, » répondit honnêtement Édouard. « Parfois, nous devons faire face à de graves conséquences pour apprendre des leçons importantes. Comme moi, j'ai dû vivre dans la rue pour te trouver. » Édouard sourit, touché par l'observation simple mais profonde. « Exactement comme ça, princesse. Parfois, les chemins les plus difficiles nous mènent aux plus belles destinations. » Alors qu'il quittait l'hôtel main dans la main, Édouard réfléchit à la façon dont une nuit de trahison et de complot était devenue le fondement d'une véritable famille. Annie était entrée dans sa vie comme une voix murmurant un avertissement désespéré, mais elle était devenue le cœur qui donnait un sens à toute son existence.
La dernière image qu'Edouard garda de cette nuit spéciale fut celle d'Annie endormie sur la banquette arrière de la voiture, serrant un petit ours en peluche qu'elle avait reçu à la fête, un sourire serein sur son visage. Elle avait commencé sa vie avec rien, mais possédait maintenant quelque chose que l'argent ne pourrait jamais acheter, une famille qu'il aimait inconditionnellement et un avenir rempli de possibilités infinies. Édouard avait également trouvé sa véritable richesse. Il ne mesurait plus le succès en chiffres financiers ou en réalisation d'entreprise, mais dans les sourires d'une petite fille qu'il appelait papa, dans les vies transformées par des programmes sociaux, et dans la certitude absolue qu'il avait appris la différence entre tout avoir et avoir ce qui compte vraiment. Le voyage qui avait commencé par un murmure désespéré dans l'obscurité s'était terminé par des rires joyeux dans la lumière. Et Édouard savait que ce n'était que le début d'une histoire bien plus grande. L'histoire d'une famille créée non par le destin, mais par le choix conscient de deux cœurs qui avaient décidé de s'aimer et de se protéger pour toujours.